projet. Et petite anecdote quand même qu'il ne fallait pas oublier, c'est que l'imprimeur est le propriétaire du château. Voilà, donc vous avez vu, c'était écrit qu'on devait faire ce projet. Hein, c'est celui qui avait Jacques le Fataliste, c'était écrit là-haut. Voilà. Voilà. C'est pas celui qui était avec le chien à l'entrée, là, non? Non. Non, c'est pas lui. Alors je vais laisser la parole à notre historien. Alors je vais parler de Jean-Claude, il est modeste. Il est président de la Société mycologique de Côte d'Or depuis longtemps et surtout il est passionné de mycologie côte-d'orienne. Donc c'est la meilleure personne pour en parler et je vais lui laisser la parole avec plaisir. Ok, merci. C'est donc dans cette maisonnette-là que Maurice Barbier est né le 20 février 1866 à Lux, Côte d'Or. Hein. Donc on est bien à Lux et on est en Côte d'Or, ça marche. Alors, en 1850, l'espérance de vie était d'une 40aine d'années. C'est assez incroyable, hein, parce que les bébés mouraient beaucoup. Et Maurice Barbier est mort à 89 ans, quand même. Il vit. Il faut dire qu'il a connu 3 guerres, quand même. 1870, 1914, 1940. Il a survécu à tout ça. Alors je ne sais pas quel est son passé militaire. Peut-être dans sa famille, il pourra nous dire ce qu'il a fait exactement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment sa passion pour les champignons, hein, qui est né assez jeune. Donc, Maurice Barbier, vite remarqué par son maître à l'école de son petit village, poursuit ses études, d'abord au collège de Cluny, puis au lycée de Dijon. Je ne sais pas quel était le lycée de Dijon à l'époque, mais enfin c'est le lycée de Dijon. Pourvu du diplôme de bachelier, il entre à la faculté des sciences de cette ville et y acquiert le grade de licencié S-Sciences. Alors, quand on voit où est parti Maurice Barbier, dans cette petite maison, sans eau, sans électricité à l'époque, hein, on se demande comment il a pu, aidé peut-être par les gens du château, parce que je ne vois pas bien comment ses parents auraient pu financer des études pour finir licencié S-Sciences, qui est tout de même quelque chose. Surtout à l'époque où le licencié S-Sciences était en général des gens de la haute. Il faut bien reconnaître que ça ne marchait pas comme aujourd'hui. Pas qu'aujourd'hui, il y en a encore un peu, mais beaucoup moins quand même. Hein, donc voilà, alors c'est le petit Maurice, là, qui en bas de là, se retrouve licencié sciences. Hein, le petit Maurice, voilà. alors comme il est licencié sciences, on le regarde à l'université, qui était rue Monge à l'époque, à Dijon. Hein. Il y a un magnifique bâtiment, dont je t'ai envoyé la photo du bâtiment, magnifique, beaucoup plus joli que les facs actuelles. Bon, enfin, ça c'est autre chose. Alors, quelques années plus tard, son collègue Morisot lui donne le goût de la mycologie. Ce sera sa passion, son violon d'Ingres. Hein. Tous ses temps libres sont considérés à la mycologie. Alors, il lui consacre donc tout son temps, autant que lui permettent ses occupations officielles, et il devient bientôt un des maîtres de cette science en plein essor. Dès 1898, il est admis à la Société mycologique de France. Il rentre en relation scientifique avec les plus éminents mycologues de son temps. On peut citer René Maire, quand même, qui habitait à Art-les-Grès, là, qui est lui, disons, le summum de la mycologie au début du XXe siècle. Hein. Alors, il fréquentait Maurice Barbier, il était beaucoup plus jeune, mais donc, par exemple, l'exposition de Dijon en 1905, René Maire était là et c'est lui qui a fait une exposition, paraît-il, fabuleuse pour l'époque. Alors il excursionne aussi dans le Haut-Jura avec Bataille de Besançon et Thiers d'Arbois, correspond avec Conrad de Neuchâtel, mais aussi surtout il correspond avec un éminent mycologue américain nommé Lloyd qui fait que l'Amérique connaît tous ces petits coins de luxe. Hein, le mycologue américain, dans beaucoup de ses ouvrages, cite les environs de Lux et ses environs, le parc de Lux. Hein. Donc Lux est connu en Amérique depuis
1890, quelque chose comme ça. Alors, bientôt apprécié par ses collègues, Maurice Barbier est désigné pour faire partie de la Commission nationale pour la propagation de l'étude pratique des champignons, instituée au sein de la Société mycologique de France, qui, un peu plus tard, en fera en 1917 un de ses 2 vice-présidents. Alors, dès 1901, évidemment, il commence à écrire dans les journaux nationaux, comme celui de la Société mycologique de France, comme divers autres, ce qui fait qu'à partir de là, on a ces écrits relatés dans les 2 livres qu'on a. Hein, c'est simplement de la copie de ces écrits. Hein, on n'a pas autre chose. Et il faisait en plus des dessins plus ou moins réussis, mais il n'avait pas l'intention de publier quoi que ce soit hein, quand il faisait ses petits dessins chez lui. C'est vraiment des notes manuscrites, des dessins plus ou moins réussis, mais qui l'ont suivi tout au long de sa carrière. Donc on voit au fil des temps que ses dessins évoluent, que son esprit sur les champignons aussi. Alors, mais malgré tout, malgré ces deux livres, il est loin d'abuser en matière de publication et il faut le regretter, dit Bourgeois quelques années plus tard. Hein. Quant au parcours ces notes, établi pendant 50 ans à la suite d'observations personnelles, on s'étonne d'y retrouver des précisions inédites qui eussent évité à d'autres bien des hésitations, voire des erreurs. Mais Maurice Barbier demeure en toutes circonstances un modeste, un savant honnête et extrêmement scrupuleux. Et cependant, ce grand et silencieux chercheur fait progresser la science mycologique dans sa technique même. C'est à lui que revient le mérite d'avoir signalé le premier, en 1927, que les spores de l'amanite citrine bleuissent sous l'action d'une solution Hodgier, ce qui changera complètement la vision des champignons après cette découverte. Hein, puisqu'on pourra classer déjà en 2 les champignons qui réagissent à l'iode et ceux qui ne réagissent pas. Donc c'est une découverte absolument fabuleuse. Alors, toutes ces observations sont si précises, si exactes, qu'elles sont admises par les auteurs. Et il suffit de parcourir des ouvrages classiques, comme les Icônes Selecte Fungorum de Conrad et Montblanc, pour voir mentionner à chaque pas ses récoltes à Bourgogne. Et c'est ainsi que le parc de Lux, la forêt de velours, ces lieux de recherche favoris deviennent des stations connues des mycologues de France et de l'étranger. Mais c'est surtout sur le plan régional que Maurice Barbier a déployé au service de ses compatriotes une activité mycologique de tous les instants. En 1905, il fonde, avec le recteur Boirac, alors disons c'est Émile Boirac, hein, le prénom il n'est pas, mais il est très important, avec son collègue Paris, le pharmacien David, le vétérinaire municipal Carreau, l'instituteur Patron, la Société mycologique de la Côte d'Or, qui donc, 1905, a réussi à perdurer jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, on peut dire un petit mot, elle perdure jusqu'à aujourd'hui, mais on sent bien que toutes les sociétés ont du mal à recruter. Les jeunes ne viennent pas dans ces sociétés. Hein. Donc ce serait fabuleux si on pouvait récolter quelques jeunes pour s'intéresser aux champignons. Alors en 1909, la Société mycologique de France tient sa session extraordinaire annuelle à Dijon. Elle choisit tout naturellement Maurice Barbier comme président. Il dirige les excursions, met de côté les échantillons intéressants, et après avoir effectué avec René Maire la détermination des multiples apports, installe en fin de session dans la salle des actes de l'Académie une exposition difficilement égalable. D'honneur. Alors, si, par son immense savoir, son honnêteté scientifique, c'est les termes que j'ai repris là, sa scrupuleuse conscience, Maurice Barbier a inspiré autour de lui une très vive admiration, par sa gentillesse, par sa modestie, sa prévenance, son infinie délicatesse, il a su faire aimer de tous ceux qui l'ont connu, il a su se faire aimer de tous ceux qui l'ont connu, et dans sa bonté infinie, ce savant avait par-dessus tout le souci de voir évoluer vers la paix les relations humaines. Il repose maintenant dans le petit cimetière de Lux, son pays natal, à 2 pas des champs d'investigation qui lui étaient familiers, ayant su associer dans un même amour son pays et ses travaux préférés.
Donc à cette époque, la peine de ses amis mycologues devant sa disparition se trouve fort atténuée cependant, car il ne s'en va pas tout entier. Il leur reste, avec son œuvre scientifique de 50 années, le magnifique modèle d'une vie de simplicité et de labeur désintéressé, d'une existence de droiture et de dévouement. Voilà. Et il reste